Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue de ce soir réfléchit sur la sécurité alimentaire. Plus de 2,3 millions de personnes ont été confrontées à l'insécurité alimentaire entre mai et juin 2019 au Mali. C'est ce qui ressort d'un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA publié vendredi dernier. Et selon OCHA, cette situation risque aussi de s'empirer du fait de la baisse de financement des organisations humanitaires. Nos invités pour parler du sujet, Salif Berté de l'Association des consommateurs du Mali. Bonsoir, Monsieur Berté. Bonsoir. Abdou Angoïba, troisième adjoint au maire de Mondoro, qui participe par téléphone. Lamine Traoré, nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Fatmata Togola, juste pour vous informer que nous attendons la participation de la direction de la sécurité alimentaire. Le Grand Dialogue. Avant d'ouvrir les débats, je vous propose d'écouter ce résumé du rapport. Ces populations sont essentiellement dans le nord et le centre du pays. Ces zones sont en proie aux conflits communautaires. Les populations de plusieurs communes de Mopti demeurent confinées dans leurs villages sous l'effet de l'insécurité. Beaucoup de personnes renoncent à l'exploitation des champs situés à la périphérie de leur village estimé peu sécurisés selon les rapports. Le document souligne que près de 550 000 personnes auront besoin d'une assistance alimentaire d'urgence pendant la période de soudure de juin et septembre. Plus de 60% de ces individus se trouvent dans les régions de Mopti et Ségou. À cela s'ajoute également plus de 147 800 déplacés et populations hautes vulnérables. Ceux-ci ont besoin d'une assistance allant au-delà de la période de soudure. OCHA regrette aussi la baisse de financement qui peut sérieusement réduire les possibilités de venir en aide à ces personnes. Selon OCHA, sur les 170 milliards nécessaires à l'intervention des humanitaires, environ 47 seulement ont été mobilisés. En attendant, les conflits communautaires qui sont facteurs d'insécurité alimentaire continuent de faire des victimes. Au moins plus de 100 personnes sont décédées de faim dans la commune de Mondoro dans la région de Mopti. Alors, vous venez d'entendre tout de suite le résumé de ce rapport. Nous ouvrons les débats avec vous. Monsieur Traoré, quelle observation faites-vous de tout cela? Merci, Madame Togola. Par rapport au problème à Mondoro, il faut d'abord comprendre le contexte, comment c'est arrivé jusque-là. Parce qu'en fait, Mondoro, c'est une commune qui est dans le cercle de Douanzan. Donc, cette commune, il y a énormément de problèmes à ce niveau parce qu'ils sont un peu limités. C'est-à-dire que leur mouvement est vraiment limité. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Cette commune, je voudrais vous dire qu'en tant que... Vous spécifiez juste la commune de Mondoro. Oui. Mais là, le rapport parle du nord et du centre du pays. Oui, en fait, Mondoro, c'est un cas spécifique. OK. Bon, c'est pourquoi, en général, il y a tellement de problèmes à ce niveau. D'accord. Parce que si vous voyez dans le Mali, à tout moment, il y a des problèmes d'insécurité par-ci, par-là. Mais Mondoro constitue une spécificité. C'est pourquoi il y a ce problème de malnutrition à Mondoro. D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il faut comprendre d'abord le contexte pour savoir pourquoi c'est venu jusque-là. D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui nous paraît, qui nous comprendre que ce problème-là, comment résoudre ce problème, il faut comprendre d'abord le contexte. D'accord. Et nous allons demander à Monsieur Angoïba, Monsieur le maire. Oui. Vous êtes avec nous? Oui, je suis à l'écoute. D'accord. Alors, les élus communaux de Mondoro lancent un cri de cœur aux autorités. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, on a vraiment lancé un cri de cœur à l'autorité. Certains qui ont répondu maintenant, la réponse est proprement dite, vraiment, je peux dire que une réponse, ce n'est pas une réponse parce que tout récemment, avec le passage du Premier ministre au centre, la commune de Mondoro a bénéficié de 150 de vivres. Mais c'est juste un papier parce qu'on n'a pas pu acheminer ces vivres à la destination. À présent, 150 tonnes de vivres sont toujours à séparer, à défaut, à une faute qu'on ne peut pas les acheminer dans la commune.
Donc, direz-vous que c'est l'une des raisons que Mondoré est dans cette situation? Oui, parce qu'on cherche des partenaires pour, même si on arrive à avoir des partenaires pour amener les vivres, pour avoir les vivres. Maintenant, acheminer ces vivres, c'est un problème déjà. Et pourtant, dans la commune de Mondoré, quand vous voyez de 2012, il y a 3 ans de cela, qu'il y a certains villages qui n'ont même pas du tout cultivé. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il n'y a pas de liberté de mouvement. Les mouvements sont très, très, très limités. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a même pas de mouvement. Parce qu'on ne peut pas quitter un village à un autre village pour ses besoins. Tout le monde est resté chez soi. Donc, il n'y a pas d'activité de revenus ou autre activité pour subvenir à ces besoins. Il n'y a pas de culture. Parce que quand vous regardez la commune de Mondoro, cette population vit seulement de l'agriculture et de l'élevage. Les éleveurs, leurs mouvements sont limités, les agriculteurs, leurs mouvements sont limités. Chacun est resté chez soi. Et le stock, l'ancien stock est parti, il n'y a plus d'autres stocks. Et il n'y a pas d'activité, on ne peut pas mener une activité pour subvenir à ces besoins. Alors nous allons demander... Oui, allez-y. Dans une zone où c'est l'agriculture, l'élevage qui nourrit cette population. Il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'agriculture. Qu'est-ce qui reste? C'est la malnutrition. Alors nous allons demander maintenant à M. Berthet, quelle analyse faites-vous de toute cette situation? Vous êtes membre de l'Association des consommateurs du Mali. Bon, l'analyse que nous faisons de cette situation, elle est catastrophique, si on peut le dire. Parce que pendant 3 ans, les gens n'ont pas pu cultiver. Et quand je me réfère par rapport à la déclaration de M. le maire, qui dit qu'ils avaient 150 tonnes de vivres qui doivent être acheminées à Mondoro. Et que ces 150 tonnes n'ont pas été acheminées. Bon, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont fait que ces vivres n'ont pas pu atteindre leur destination. Est-ce l'insécurité? Est-ce le manque de moyens de transport pour les acheminer? Nous allons poser cette question à M. le maire. Oui. Donc il a dit durant toutes ces années, les populations ne peuvent pas sortir, même pour aller aux alentours du village. Donc ils ne peuvent pas cultiver. Alors que nous savons que dans toutes ces zones, l'activité principale, c'est l'agriculture et l'élevage. Et que quand les individus ne sont pas libres de leur mouvement, ils ne peuvent pas quand même produire. Donc sans production, sans activité, sans production, on ne peut pas avoir des vivres, ni d'avoir des animaux qui seront quand même bien entretenus. Donc, c'est dire que les difficultés sont là. Mais maintenant, en matière de sécurité alimentaire, il faut parler de disponibilité et de l'accessibilité des céréales. Quand les céréales doivent être disponibles, ça, il faut que les populations aient accès par rapport au stock de sécurité et par rapport à l'achat. Et l'achat, ça se fait où? Ça se fait au niveau des marchés. Les gens ne peuvent pas se déplacer pour aller au niveau des marchés. Ça, c'est une difficulté qui est là. Et parce que quand je l'ai suivi, il dit qu'ils ont quand même des difficultés aussi pour exercer leurs activités. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus de revenus pour quand même avoir les moyens quand même financiers pour s'acquérir de la nourriture. Même s'ils ont ces moyens ou s'approvisionner. Donc, dans cette analyse, je vois les besoins d'approvisionnement qui se posent, les besoins de moyens financiers pour s'acquérir de la nourriture. Et les points d'interrogation que j'ai posés par rapport à l'acheminement des vivres déjà qui a été fait pour les nous allons reposer ces points d'interrogation-là à M. Ngueba s'il veut bien répondre aux questions de M. Berthet. Oui. Oui. On ne peut pas acheminer ces vivres parce qu'il y a l'insécurité. Avec l'insécurité, on ne peut pas acheminer. Parce qu'avec qui transporteur, tu vas aller voir un transporteur pour dire bon, j'ai des vivres qu'il faut acheminer dans ma commune, il dit il y a l'insécurité, on ne peut pas. Ou s'ils partent, tu vas trouver qu'on va les retirer, les vivres. Si c'est dit qu'on libère sans les tuer, il a une drôle de chance. Donc, cette zone, on a mis du croix sur la zone. Est-ce que vous voyez? Même l'État qui nous a donné tout de suite les 150 tonnes n'a pas pu acheminer ça. Au moins, l'État quand même pouvait acheminer le Premier ministre en tant que Premier ministre.
il fait un don, il s'est engagé devant tout le monde pour dire que voilà, il y aura un escorte qui va acheminer ça jusqu'à la destination. Mais cela n'est pas fait? Cela n'est pas fait. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez lancé des requêtes pour savoir cela? Si, le transporteur chargé d'acheminer, il nous a appelé et dit que bon, c'était prévu que celui qui devait acheminer ça à Mondoro, à cause de l'insécurité, il ne peut plus aller. Parce qu'on dit qu'il n'y aura plus d'escorte. Si c'est escorté, mais si ce n'est pas escorté, il ne peut pas l'amener. D'accord. Alors, il y a Monsieur Berthet, vous allez réagir tout de suite. Nous allons demander à Monsieur Traoré, en tant que nutritionniste, une telle situation peut avoir quel genre d'impact sur le pays? Bon, d'abord, l'impact, je crois que l'impact négatif, c'est-à-dire que le sous-développement, parce que d'abord, ça va provoquer d'abord ce qu'on appelle la malnutrition chronique, surtout chez les enfants, les retards de croissance, l'insuffisance pondérale. Et ces enfants auront des problèmes, même dans le cadre de l'étude, ils ne pourront pas faire une longue étude et il y aura beaucoup qui pourra vraiment suivre les études. Parce qu'il y a un problème d'insuffisance des micronutriments qui sont vraiment nécessaires. Quand vous dites micronutriments, ça c'est un peu technique pour nous. Pour les auditeurs, si vous pouvez un peu expliquer. En fait, il s'agit des éléments nutritifs. Okay. C'est des éléments nutritifs que l'organisme a besoin pour son développement harmonieux. Est-ce que vous voyez? Donc ces micronutriments, s'il y a ce problème qui se pose maintenant, et à long terme, ces enfants ne pourront plus étudier et ils ont la chance de mourir avant 5 ans. Est-ce que vous voyez? Comme on le dit, un enfant malnutri chronique, ça veut dire que le risque de mourir avant 5 ans est plus élevé qu'un enfant non malnutri. Mais on ne pouvait pas prévenir tout cela? On pouvait, parce que quand on parle déjà on dit qu'il y a l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone. Est-ce que vous voyez? Donc il faut résoudre ce problème d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est-à-dire que ce que l'État est en train de faire, d'envoyer les intrants, c'est bien. Ce que les autres ONG sont en train de faire, c'est bien. Mais ce qui est la base de tout ça, il faut corriger ça. C'est-à-dire qu'il faut attaquer la cause des causes. Mais c'est quoi la cause des causes? C'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Les gens ne sont pas libres de leur mouvement. Ça fait 3 ans, on ne cultive pas. Ça fait 3 ans, il n'y a pas d'élevage. Et durant tout ça, qu'est-ce qui va s'arriver? C'est-à-dire que les greniers, même si les greniers étaient pleins, 3 ans déjà, ça veut dire qu'il n'y a plus de rien. Ça veut dire que cette population vit à la merci des humanitaires. Est-ce que cela pourra être pérenne? D'accord. Alors, oui, M. Berthet, vous voulez réagir? Oui, bon, je veux réagir par rapport à la situation. Écoutez, M. le maire, il dit que c'est l'insécurité qui empêche l'acheminement de ses vivres. Oui. Bon, je disais que la situation là, elle est catastrophique, aussi bien qu'alarmante. 100 personnes sont déjà mortes par suite de famine. Vous voyez ce que ça fait? Et les 150 tonnes d'aide alimentaire qui doivent être acheminées n'ont pas pu être acheminées. Faute d'insécurité. Donc, allons-nous laisser ces populations mourir comme ça de faim? Ça, c'est le point d'interrogation qui est là. Et que l'État est là et qu'il ne peut pas quand même acheminer ses vivres pour atteindre ces populations qui en ont besoin vraiment. C'est vraiment alarmant. Donc, qu'on réfléchisse à cause de l'insécurité, qu'on cherche vraiment une solution. Les gens ne peuvent pas cultiver. Les gens ne peuvent pas sortir. Les stocks de sécurité sont épuisés. Et bon, l'aide alimentaire qu'on doit acheminer vers cette population n'a pas pu trouver, n'ont pas pu atteindre ces populations. N'ont pas atteint ces populations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Ça, c'est le cri de cœur que nous avons. Nous disons maintenant que l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités pour acheminer ses vivres au niveau de ces populations. Mais si l'État n'arrive pas à acheminer ses vivres, selon vous, quel est le rôle maintenant du citoyen? Non, on ne peut pas dire que l'État ne peut pas acheminer ses vivres. Le rôle du citoyen, c'est quoi? Le citoyen est inclus dans l'État. C'est l'État qui a le pouvoir régalien. Mais si le citoyen fait partie de l'État. Tout à fait. Donc la responsabilité n'incombe pas seulement qu'à l'État, c'est à nous tous. C'est à nous tous. Mais c'est l'État qui quand même doit avoir tous les moyens que l'État possède, avec l'appui de nos partenaires qui sont là. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas le comprendre du tout, que toutes les populations, toute l'aide humanitaire, et je dis, les structures qui sont là au Mali, qui sont venues pour nous aider, pour nous appuyer, avec l'armée, avec tout le monde, qu'on ne puisse pas acheminer des vivres dans une localité du Mali, ça, je ne peux pas comprendre. Monsieur le maire? Je ne peux pas comprendre. Oui. Je vous ai entendu. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ces propos-là? Oui. Parce que quand vous dites que si l'État n'arrive pas à faire quelque chose, quel est le rôle de la population? Oui. Mais je ne vois pas le rôle de la population. L'insécurité, ça c'est une mission illégale de l'État. Si l'État ne peut pas mettre fin à cette insécurité, ce n'est pas des simples populations, des petites populations qui pourraient faire quelque chose concernant. S'ils pouvaient faire quelque chose, ça n'allait pas arriver à ce niveau. Mais 3 ans dans la même situation, on ne pouvait pas anticiper ça? Mais 3 ans dans la même situation, c'est des choses qui ont été haut et fort criées à l'État. Si l'État écoutait la population, la population a alerté l'État. Mais l'État n'a pas pris ça au sérieux. Si au moment où la population a alerté l'État, et que l'État prenait ça au sérieux, ça n'allait pas arriver à ce niveau. Dès le départ, nous avons signalé ça à qui de droit, à l'autorité. Il y a une situation qui est en train de commencer dans la commune. Il faut prendre des mesures concernant, sinon ça va aggraver la situation. Et la malnutrition aujourd'hui a causé plus de 100 morts dans la commune. Est-ce que vous comprenez? Et nous enregistrons aujourd'hui, il y a plus de 100 malades que nous enregistrons aujourd'hui. Le ministre de la Santé, il a passé dans la commune tout de suite, il s'est limité au chef de la commune. Là où les malades sont, il n'est même pas arrivé, il s'est limité au chef de la commune. C'est sollicitaire qu'il est arrivé à Mondoro, parce qu'il s'est limité au chef de la commune, parce qu'il a trouvé quelques malades là-bas. Et il s'est référé à ces malades qu'il a trouvés là-bas pour faire son rapport. Et pourtant, les malades, ils sont venus seulement au CESCOM de Mondoro. Sinon, il y a le CESCOM de Tigla qui a des malades là-bas, mais qui n'ont pas pris en charge. Il y a le CESCOM de Yansou qui a les malades là qui n'ont pas pris en charge. Il y a le CESCOM de Douna, il y a les malades qui n'ont pas pris en charge. Le CESCOM de Mondoro, là où c'est ça le chef de la commune, et que là où nos gardes sont là-bas. Donc il y a certains malades qui ont accès à ce CESCOM, c'est eux qui sont là-bas, c'est eux qui l'ont trouvé sur place, et ils se réfèrent là-dessus. D'accord. Sinon, dans une zone où il y a plus de 58 âmes, et qu'on déclare une maladie de telle envergure, ça c'est la deuxième fois que cette maladie revient. C'est la deuxième fois. L'année passée, c'est fait, on a crié par-ci par-là et qu'il y a eu des mesures. Et cette année, la même maladie revient. Donc, ce qu'il devait faire, c'est de sillonner la zone, chercher à savoir réellement le problème, même c'est où ça se situe, et chercher une solution à la base. Là où il y a qu'est-ce qu'il faut dégager pour qu'on ait une solution durable. Mais quand on se permet à se limiter seulement superficiellement, on n'aura pas de solution durable. Il faut donner la liberté à cette population, la liberté de circuler, qui surviennent à leurs besoins. Même aujourd'hui, si cette population arrive à avoir une liberté de circulation, la malnutrition qu'elle peut le corriger sans problème, sans l'appui de qui que ce soit. Mais cette liberté que cette population n'arrive pas à avoir, donnez-nous une liberté de circuler et survenir à nos besoins nous-mêmes. Et ce que l'État n'arrive pas à nous faire. Aujourd'hui, avoir des vivres, nous avons tellement de partenaires qui peuvent venir à l'aide
Mais compte tenu de l'insécurité, qu'on ne peut pas assimiler ces choses, ils disent vraiment, monsieur le maire, nous voudrons aller dans votre commune, mais hélas, il y a l'insécurité, on ne peut pas aller. Et même à ce sujet, hier, il y a la CEDEAO qui a offert au gouvernement malien près de 3000 tonnes de céréales de la réserve régionale de la sécurité alimentaire, de sa réserve régionale de la sécurité alimentaire, et ce dont s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Kassoum Denon, au micro de Maman Babakunta. Aujourd'hui, au niveau de l'OPAM, nous avons environ 12 000 tonnes qui sont déjà disponibles et les achats sont programmés immédiatement pour combler à 16 000 tonnes, en plus de l'arrivée de ces 2 000 tonnes qui va créer véritablement un bonus au niveau du commissaire à la sécurité alimentaire. Par rapport à la situation du centre, notamment la région de Mopti et une partie de la région de Ségou, nous avons déjà déployé 8 000 tonnes qui ont été déjà distribuées à cette date et qui sont arrivées aux destinataires. Ces 2 000 tonnes que nous allons recevoir, nous allons l'ajouter au plan de réponse national pour couvrir entièrement les besoins des populations du Mali par rapport à la situation de soudure qui est imminente actuellement. Donc nous pensons que ces réserves qui arrivent aujourd'hui vont nous permettre de faire face entièrement aux besoins alimentaires grâce à l'effort de la CEDEAO et grâce à l'effort du gouvernement du Mali. Alors, monsieur le maire, vous venez d'entendre tout de suite monsieur le ministre, le commissaire à la sécurité alimentaire. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à cette réaction-là? Bon, on a des choses, c'est pas l'avoir, c'est pas ça le problème. Maintenant, est-ce que les bénéficiaires doivent avoir, est-ce que ça va arriver à la destination? C'est ça le gros problème. Comment acheminer? Ils entendent qu'on a gagné, ils ont trouvé des appuis qui ne les arrivent pas. Ça ne sert à rien. Même si on arrive à avoir des vivres, des salaires, quoi que ça soit, que ça n'arrive pas aux bénéficiaires, ça ne sert absolument à rien. Oui, monsieur Berti. Ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas quitter à 1 kilomètre de chez lui qui va aller chercher un vivre à plus de 1000 km. Il n'a même pas les moyens de déplacement pour aller chercher ces choses. Il n'a pas les moyens de se sécuriser lui-même pour chercher ça. Donc, si on a eu l'État avec des appuis, moi je dirais à l'État de s'engager à acheminer ses vivres aux bénéficiaires. Et il ne s'agit pas de déposer ça au chef de la commune. Mais l'État n'a qu'à faire la clé de répartition et acheminer village par village ses vivres. Parce que quand on le dépose au chef de la commune, c'est toujours une perte. Les bénéficiaires ne peuvent pas venir au chef de la commune pour les récupérer. Donc, l'État n'a qu'à faire la clé de répartition de ces vivres et acheminer directement aux bénéficiaires. Là, vous allez voir dans quelques jours seulement, on ne parlera plus de la malnutrition dans cette zone. On crie par-ci, par-là, la communauté internationale répond. Maintenant, même si on répond, si ça n'arrive pas aux bénéficiaires, c'est zéro. Ça ne sert absolument à rien, selon ma compréhension. D'accord. Nous crions pour la population, nous ne crions pas pour nous-mêmes, nous ne crions pas pour ceux qui n'ont pas en besoin. D'accord, monsieur le maire. Nous allons demander à monsieur Traoré s'il peut nous expliquer un peu concernant le fait, même si ces vivres-là sont acheminés maintenant. Oui. Donc, on aimerait comprendre un peu quelle serait la procédure de rétablissement de tout ce qui a été perdu. Bien, en fait, c'est une des solutions que le gouvernement et les autres partenaires sont en train de... Vraiment, on les félicite pour ça. En fait, ce vivre pourra vraiment résoudre le problème, mais le problème va perdurer. Quand vous dites que ça va résoudre le problème, mais le problème va perdurer, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il faut, l'année passée, quand vous écoutez le maire, il a dit, l'année passée, c'était le même cas, ça revient. Et les actions ont été faites dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'on est en train de faire. Est-ce que vous voyez? Vraiment, mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour éviter tout cela, vu que chaque année ça revient? Bien, pour éviter tout cela, il faut que la population soit libre de leur mouvement. Est-ce que vous voyez? En ce moment, il n'y aura pas de problème par rapport à un problème d'insécurité alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait un aliment de préférence en quantité et en qualité en tout moment, en excès physique et économique, et à tout moment. Et cela n'y est pas. Donc il faut que cela ait pour que
on peut vraiment dire que le problème est fini. Sinon, le problème, on est en train de résoudre en partie. Sinon, le problème n'est pas, ça va perdurer. L'année passée, l'année prochaine, si on ne fait pas quelque chose par rapport à l'insécurité, par rapport au mouvement de la population, pour qu'ils puissent faire les activités comme il faut, on va revenir sur ces mêmes problèmes encore. Donc, vous dites que si rien n'est fait maintenant pour assurer la sécurité de la population, la sécurité des personnes elles-mêmes, cette situation d'insécurité alimentaire va même continuer l'année prochaine. Va continuer, parce qu'il y a 3 ans, et l'année passée, c'était 2 ans qu'ils ne cultivent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la disponibilité des aliments qu'ils avaient et qu'ils avaient à côté, c'est fini à 2 ans, parce qu'ils ne cultivaient pas. Et ça va continuer. Et les vivres qu'ils ont donnés l'année passée, c'est fini. Et maintenant, le problème est revenu encore. Donc, si cette année encore, on donne encore des vivres, et si le problème n'est pas résolu, l'année prochaine, ce même problème va être là. D'accord. Alors, M. Berthet. Oui. Bon. Je disais toujours, c'est le même problème. Il y a quand même l'aide qui est là, qui va être acheminée, difficulté d'acheminement parce que problème d'insécurité. Le problème d'insécurité, là, quand même, il faut quand même que ce problème soit résolu. Parce que la population a le besoin des ressources alimentaires. On ne peut pas les acheminer, l'aide. Elles ne peuvent pas cultiver. Elles ne sont pas libres de leur mouvement. Est-ce qu'on peut, pendant 3 ans, à partir de maintenant, ce problème pas perdurer? Parce qu'ils n'ont pas pu faire d'activité agricole cette année non plus. Et je me pose la question, est-ce qu'on pourra quand même, durant toutes ces périodes, subvenir aux besoins de cette population pour les assister? Donc on fera de cette population des éternels assistés. Est-ce que ça pourrait résoudre ce problème de sécurité alimentaire? Il faut que la population soit libre de ces mouvements, que la population puisse entreprendre ses activités comme il faut. Donc, en faisant ces activités, ils peuvent cultiver, ils peuvent subvenir à leurs besoins, ils peuvent quand même, avec le fruit de leur activité, avoir quand même moyens financiers pour quand même subvenir à certains besoins nutritionnels. D'accord, il y a M. Yaya Guindo de la direction de la sécurité alimentaire qui vient de nous rejoindre dans le studio. Alors nous parlons de la problématique de la sécurité alimentaire, du rapport de OCHA qui fait état de plus de 2,3 millions de personnes qui ont été confrontées à l'insécurité alimentaire entre mai et juin 2019 au Mali. Donc on aimerait comprendre un peu pourquoi une telle situation. D'accord, merci. Moi, c'est Yaya Guindo du commissariat à la sécurité alimentaire. Je suis le chef du département production, prévention et gestion des crises alimentaires. Donc, concernant la question que vous avez évoquée tout à l'heure, oui. En 2019, le cadre harmonisé a identifié, vous avez dit 2 millions, mais c'était 3 millions. Non, je dis selon le rapport de OCHA. Ouais, selon les rapports plus de 2 millions. D'accord. Oui. Selon les rapports du cadre harmonisé, le système d'alerte précoce nous a donné un autre chiffre. Okay. C'est 3 783 061 personnes vulnérables. Ça, c'est de la phase D à la phase 5. Donc, parmi ceux-ci, il y a 550 000 personnes en phase 3 à 5. Pour lesquels l'État doit les assister pour 16 344 tonnes cette année. Donc ça concerne à peu près 461 communes. Communes, mais quelles sont les zones? Vous avez une idée des zones? Bon, les zones, ça c'est les centres, des centres vers le nord du pays. Du pays. Ouais. Et nous avons un représentant du centre également ici, surtout un maire, le 3e adjoint au maire de Mondoro, qui nous parlait de la situation de Mondoro. Ouais. Voilà, donc il a évoqué le souci de l'acheminement des vivres. Même s'ils arrivent là-bas, ils sont bloqués au niveau de Sévaré. Il y a un souci d'acheminement par rapport à cela. Et si vous avez une réponse à nous donner par rapport à cette préoccupation-là. Bon. Ça, c'est le côté de l'insécurité civile.
Donc, pour cela, cette année, il y avait un autre programme spécial que le Premier ministre a mis en œuvre. Oui. On a distribué, je crois que le lancement a eu lieu le 4 juillet passé à Mopti. Le commissariat a mis à la disposition de la région de Mopti 6 000 tonnes de vivres et le centre est de Ségou, c'est les cercles de Massina, San, Tomia et Nyoro, 2 000 tonnes, donc 8 000 tonnes. Donc je crois que dès le départ, des dispositions ont été prises pour faire accompagner les camions par les militaires. Mais monsieur le maire Angoïba n'est pas de cet avis, monsieur Guindo. Bon, à cette date-là, je crois que toutes les céréales sont déjà en place. En place. Ouais. Monsieur le maire? Je ne sais pas trop comme si vous pouvez dire ce concernant la réalisation de Mandoro, ce qu'il vient de dire, ce qu'il disait. Monsieur Guindo, oui. si vous pouvez reprendre ce que vous venez de dire concernant, vu que lui il est dans le centre vers Mondoro, voilà, sur l'acheminement des vivres. Donc je disais que le Premier ministre a mis à notre disposition des moyens financiers pour la mise en œuvre de 8 000 tonnes de vivres. Des céréales, quoi, 1000 sorgho et riz. Donc, 6 000 tonnes pour la région de Mopti, pour les 8 cercles, quoi, et 2 000 tonnes pour la région de Ségou. Pour accompagner les transporteurs, l'État aussi a mis à la disposition de chaque transporteur des militaires pour les accompagner jusque dans les communes. C'est ce que j'ai dit. Alors, M. Angoïba. Oui. Maintenant, c'est pas dit comme il a dit, s'il était prévu que ceux de Mondoro aussi soient escortés, ce qui n'est pas fait. Je ne comprends pas. Le Premier ministre avait dit carrément que ceux de Mondoro, Dinangourou et Yoro devaient être acheminés par escorte. Mais dès à son retour, on nous a fait savoir qu'il n'y a plus d'escorte pour acheminer ces livres. C'est quelque chose qui a été dit, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous, aujourd'hui, jusqu'à présent, si tu vois que les 150 tonnes sont assurées, parce que c'est par manque d'escorte. Même si aujourd'hui, si on aurait à avoir des escortes, les transporteurs sont prêts à acheminer ça. Mais dis ne peut pas le faire sans escorte. Ouais. Bon. Mais est-ce que, M. Guindo, vous avez été informé de la situation? Non, c'est ma première nouvelle. Donc, je vais informer le ministre commissaire. On va prendre les dispositions pour ça. Il n'y a pas de problème. Monsieur Angoïba? Je peux vous donner le numéro du transporteur, c'est l'honorable Abdoukarim Maïga, le député de Koutiala. Abdoul? C'est lui, l'honorable Abdoukarim Maïga. Ouais, son numéro? Non, mais après comme nous sommes, c'est sur les ondes, on préfère. Voilà, donc. Vous me donnez mon numéro, il va m'appeler. Voilà, il n'y a pas de problème, monsieur. Voilà. D'accord. Voilà. Alors. Donc, vraiment, il faut. Oui. Comme il vient de dire qu'il y aura des dispositions pour ça. Sinon, ce qui a bloqué les céréales de Mondoro, c'est manque d'escorte. Nous avons tapé par toutes les portes pour avoir ces escortes qu'on n'a pas pu avoir. Et nous n'avons pas les moyens ou les sous pour mettre à la disposition des militaires pour qu'ils escortent ces choses dans la commune. Et on ne s'attendait pas qu'un PM dit quelque chose et que ça ne se réalise pas ainsi. Ça nous a tellement surpris de cela. Et la population pense que nous, les maires, c'est nous qui n'avons pas pris de précautions ou qui n'avons pas pris les choses au sérieux. D'accord. Parce que c'est une chose dont on dit que il est quand même prévu que 150 tonnes rentrent avant le premier se retourne avec le deuxième adjoint au maire de Mondoro qui est M. Moulay Ongoba et le sous-préfet de Mondoro. C'est les deux qui devaient chercher d'acheminer ça avec les gens de Malitel qui devaient aller dépendre du réseau Malitel. Maintenant, je suis allé pour pouvoir dépendre du réseau Malitel, ne pas pu avoir l'escorte pour amener les trucs.
Alors, nous allons demander à M. Guindo présentement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, cette situation n'était pas anticipée, on ne pouvait pas l'anticiper? Bon, l'anticiper. Est-ce qu'on ne pouvait pas prévenir cette situation-là? Bon, même en 2018, parmi les premières distributions qu'on a faites, il y avait Mondoro qui était en première place. On avait spécifiquement pris les communes de Mondoro. Moi, c'est ma première nouvelle d'apprendre que les céréales ne sont pas arrivées. Cette fois-ci? Voilà. Sinon, même en 2018, c'était la première action du commissariat à la sécurité alimentaire. Ça, c'est principalement la zone de Mondoro. Mais sur l'ensemble du territoire malien, on aimerait comprendre un peu les chiffres que vous venez d'évoquer tout de suite. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de trouver une solution avant que cette situation-là n'aboutisse à cela? Après le rapport de OCHA que je vous ai donné, vous avez mentionné des chiffres concernant d'autres rapports. Ouais, ça voilà. C'est le système d'alerte précoce. Voilà, ça c'est les informations nationales. Voilà. OCHA, là, ça c'est... Bon, oui, ça c'est les ONG. Ça c'est les ONG. Ouais. Si les autorités eux-mêmes ont déjà eu cette alerte précoce-là, pourquoi n'avoir pas pu anticiper ou qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que l'anticipation, on a anticipé. Parce que ça dépend les périodes où nous, on a les résultats du cadre harmonisé. Cette année, c'était le Conseil national de sécurité alimentaire a eu lieu le 23 avril 2019. Donc, directement après ce conseil-là, sans que les rapports du conseil ne soient validés, nous, on ne peut pas prendre de décision. Donc, après, directement, le conseil, les ministres et les commissaires, on a pris les décisions pour les différentes communes. D'accord. Alors, nous allons demander à M. Traoré s'il peut nous expliquer un peu, jusque-là, après tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui a vraiment lieu de faire? Merci. En fait, ce qui a lieu de faire, d'abord, il faut, ce qu'on a dit, il faut que vraiment la population soit libre de leur mouvement. Ça, c'est un. Il faut qu'il y ait vraiment autour de la nutrition, il faut qu'il y ait une multisectoralité. Il faut que le travail soit fait avec beaucoup de secteurs. Parce qu'en fait, le problème... Avec l'implication de tout un chacun. De tout un chacun. C'est-à-dire que les services techniques, c'est-à-dire qu'il faut que la sécurité intervienne, puisque aujourd'hui, on a entendu M. le maire, parce qu'il y a un problème de blocage quelque part. Donc les vivres sont assez variés, ne sont pas encore acheminés. Donc il faut forcément que la sécurité s'implique pour qu'on puisse vraiment acheminer ces vivres-là. Donc, il faut aussi, à travers d'autres, la société civile et les autres agences, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, il faut qu'ils travaillent en synergie pour vraiment résoudre ce problème et pour que ce problème-là on puisse se résoudre. D'accord. Voilà. Alors, nous allons demander à M. Berthet, en termes de piste de solution, qu'est-ce qu'il faut? En termes de piste de solution, tout ce qu'il faut que la paix règne. Il faut que cette insécurité cesse. Qu'on trouve une solution à l'insécurité. C'est ça la solution majeure. Sinon, on ne peut pas passer tout le temps à nous acheminer de l'aide. Qu'on laisse notre population libre de leur mouvement pour mener pleinement leurs activités. Donc à ce moment, ils n'auront plus besoin d'aide. L'aide qu'ils vont nous donner, peut-être c'est pour quelque temps. L'homme, tous les jours, tu dois manger. Est-ce qu'il peut faire manger toute cette population pendant toute cette période? Non, ce n'est pas possible. Que l'insécurité là cesse, que la paix revienne dans toutes ces communes pour que les gens puissent être libres de leur mouvement pour vaguer à leurs occupations. D'accord. Alors, nous allons demander à Monsieur le maire depuis Mondoro, vous vivez cette situation, quelles sont vos attentes? Bon, ce que j'ai à dire maintenant, c'est ça de
vraiment, il faut qu'il y ait vraiment de la liberté de circulation. La population est libre de leur circulation, afin que vraiment qu'on puisse que la population ait la paix. Parce que si ils ont une liberté de circulation, les choses seront améliorées. Maintenant, après cette liberté de circulation, il faut qu'on nous avons besoin vraiment des appuis quand même d'assistance alimentaire pour ces populations. Maintenant, s'il n'y a pas de liberté, on ne peut pas acheminer. Maintenant, même si il ne faut pas qu'on achemine ses vivres au chef-lieu de la commune et laisser. Parce que si on les laisse au chef-lieu de la commune, tant qu'il n'y a pas une liberté de circulation, les bénéficiaires proprement dit auront une difficulté pour bénéficier vraiment de ces appuis. Comme il y a la garde nationale qui est au niveau de la commune, on met à leur disposition des moyens de déplacement aussi pour vraiment apporter ces vivres à la destination dans les différents villages après la répartition. Sinon, si ça arrive au chef de la commune et qu'il n'y a pas un moyen pour les acheminer vraiment dans les différents villages, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Le gros problème même, c'est ça. On ne peut pas les acheminer dans les différents villages. Et aussi, ils ne peuvent pas venir chercher. Donc, il ne s'agit pas de donner seulement, mais aussi de prendre vraiment une précaution pour acheminer ça aux bénéficiaires directement. Vraiment, ça, c'est mon souci aujourd'hui que j'ai aujourd'hui. D'accord. Et nous allons demander à M. Guindo, en tant que représentant de la direction de la sécurité alimentaire, qu'est-ce que vous comptez faire après avoir entendu toutes ces préoccupations-là pour faire face à la situation? Après l'émission directement, j'ai pas rencontré les premiers responsables, les ministres commissaires de la sécurité alimentaire pour prendre les dispositions. Je sais qu'on va les faire, ça c'est sans problème. Pour également l'acheminement dans toutes les communes, les localités. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Monsieur Traoré. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur le maire, vous venez d'entendre tout de suite monsieur Guindo qui vient de dire qu'ils vont prendre les dispositions nécessaires face à toute cette situation. Vraiment, je serais content. Maintenant, si vous pouvez lui donner mon numéro, qu'il puisse avoir son numéro lui aussi. En cas de cas, je vais le contacter pour le savoir vraiment. Une question de suivi, quoi. D'accord, monsieur Guindo. Après, vous allez échanger par rapport à tout cela. D'accord. Et monsieur Berthier, avant de boucler cette émission, un mot de la fin? Au mot de la fin, bon, je vois parce que quand j'ai entendu monsieur Guindo par rapport aux différentes communes qui doivent être bénéficiaires de l'aide, parce qu'il a énoncé 461 communes. J'ai eu l'exemple de Mondoro. Je me pose la question, est-ce que ces différentes communes ne sont pas confrontées au même problème que Mondoro? Parce que si l'insécurité a empêché d'acheminer au niveau de cette zone, est-ce que ce n'est pas indemne pour les autres communes? Donc si c'est le cas, que le commissariat prenne des dispositions pour pouvoir acheminer ces vivres au niveau de ces populations dont le besoin se fait sentir. Et c'est pour éviter souvent cette catastrophe qui est la famine. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup et sur ce, nous allons vous dire au revoir et c'est la même fin à ce débat sur la sécurité alimentaire. Un grand merci à nos invités, M. Yaya Guindo de la direction de la sécurité alimentaire, du commissariat alimentaire, M. Salif Berthier de l'association des consommateurs du Mali, Abdou Angeiba, 3e adjoint au maire de Mondoro, Lamine Traoré, nutritionniste. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en œuvre de Petin Diara, la régie doit être assurée par Noundjiré. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.